Alors, bonjour tout le monde. Merci aussi à Sylvie de m'avoir invité, même si c'est un petit peu à la dernière minute, mais c'est pas grave. Sylvie, elle m'a demandé si j'avais des erreurs à raconter ou des échecs. Puis, un peu comme le conférencier précédent, j'y ai dit qu'on ne faisait pas vraiment d'erreurs, surtout en bio, mais qu'avec les années, on a quand même. Là, on m'a proposé le terme apprentissage, puis ça, j'aimais mieux cette façon de voir-là, parce que tant qu'on n'a pas su à quoi a servi notre erreur dans notre cheminement, ben on peut jamais dire que c'est une erreur, finalement. Là. Donc, j'ai proposé aussi dans notre cas, on a fait certains essais sur, nous autres, on appelle ça grande surface, pour d'autres, c'est peut-être ordinaire, là, mais quand on fait des essais sur 100 ou 200 acres, on trouvait que c'était, pour la grandeur de ferme qu'on a, on trouvait que c'était quand même des bons essais. L'historique, rapidement, ça a été une ferme laitière jusqu'en 1999, une ferme ovine jusqu'en 2014, puis depuis ce temps-là, on est en grande culture, puis on a été certifié la première fois l'année passée. C'est-à-dire on a une année de certification de fait. La région, c'est quand même beaucoup plus hâtif qu'ici. C'est une région à 2500 unités thermiques. À Princeville, c'est pas mal plus à l'est. Majoritairement des lomes sableux, mais un peu comme le monsieur mentionnait tantôt, avec un paquet de variables de type de sol, puis souvent dans les mêmes champs. Terre noire, graveleux, argileux, 230 acres en culture, puis 50 en boisé. Les principales cultures, c'est les blés, soit les blés d'automne, blés de printemps pour la consommation humaine, soya, maïs grain, des mélanges de blé pois jaunes et seigle et sarrasin. On a tout le temps fait des cultures de couverture. C'est sûr qu'au début, c'était un peu comme tout le monde. On achetait de la moutarde blanche, puis des fois un peu de radis, puis on se pratiquait avec ça à voir qu'est-ce que ça donnait. Mais on ne peut pas dire que c'était pas vraiment structuré, mais on a tout le temps utilisé un peu de... pour répondre aux questions, j'ai été méthodique pour répondre aux questions à Sylvie. Le pourquoi, ben c'est pour la résilience des sols. Trop de pluie, pas assez de pluie, on veut que nos sols puissent passer à travers puis donner quand même des bons rendements. On les place un peu partout dans les rotations. Il y en a quand même que ça peut être l'été, le printemps, l'été, l'automne. Des fois, c'est de l'intercalaire, des fois, c'est carrément en engrais vert. Comme on est en bio, ben une pratique qu'on fait assez généralement, c'est une remise à zéro quand on finit de récolter un champ de blé, par exemple, un champ de céréales. Ben, on essaye de mettre le champ à zéro avec un déchaummage pour repartir vraiment le type d'engrais vert qu'on veut. Ce qu'on se donne comme un peu comme philosophie, c'est qu'on ne prend rien pour acquis. On reteste les choses chez nous, puis on en fait assez grand à chaque fois, puis on assume les risques que ça comporte. J'y vais par 3 exemples concrets. Par exemple, en 2017-2018, le cas du radis. On s'est fait dire en bio d'évacuer cette plante-là. Mais nous autres, on en mettait tout le temps partout depuis des années du radis, donc on a décidé qu'on voulait quand même tenter de continuer avec le radis. On a fait un semis de radis, 90 acres à voler. Bien, c'est un mélange, le mélange que vous voyez là, radis, moutarde orientale, le pois fourragé, avoine, puis triticale. Ça a fait un beau couvert, mais l'année d'après, cet été, on est revenu en soya. Après les derniers coups de sarclage, nous autres, on a tout le temps un peu de roche à ramasser. Donc, on passait pour ramasser la roche, mais on a ramassé aussi 90 acres de radis qui avaient repoussé. Donc, quelques jours, on le faisait en même temps que la roche. Là, on ne peut pas dire qu'on a mis tant de temps sur le radis, mais on a essayé d'arracher la grande majorité des radis qui avaient repoussé. Puis, c'est des radis qui n'avaient pas germé, c'est des semences qui n'avaient pas germé dans le couvert de l'année d'avant. Donc, qui ont germé au printemps, puis qui ont parti au printemps là, Mais la même année, on a fait aussi un couvert de seigle pour cultiver le soya dedans. Puis, on a fait un streptile végétal sur 150 acres, là, dont 100 acres qui a servi à faire du soya, puis 50 acres qui a été battu, qui a été récolté en seigle.
Puis on avait positionné sur le rang du radis aussi, puis de la moutarde orientale pour faire notre streptyle végétal. Puis sur les 100 acres de soya, aussi bien que sur les 50 acres de seigle, il y a eu 0 repousse de plants de radis. Donc, puis c'est la même année que l'autre champ. Donc, la conclusion qu'on est arrivé, c'est que quand on sème du radis en bio, on le positionne en 1,5 pouce, on s'assure qu'il germe toute l'année qu'on le sème. Puis ça l'a réglé notre... c'est une plante qui va quand même rester dans la rotation. Puis le principe, bien, on a monté un semoir à PV sur un semoir à semi-direct, puis on combine, c'est assez versatile, là, on combine les semences, les grosses semences souvent dans le semoir, puis les autres semences dans la PV. Puis on essaye de combiner les différents semis-mélanges qu'on fait avec ça, pour les positionner à bonne quantité, à bonne profondeur, etc. Ensuite de ça, le cas du semis de soya sur seigle. Comme on est une région assez hâtive, on avait presque mis une croix sur la possibilité de faire du soya sur seigle. Mais en discutant avec mon conseiller bio, à un moment donné, on a regardé peut-être une option qui pourrait se faire chez nous. C'est l'option du streptyle végétal, justement. Là. Puis je vais vous parler un peu de le fait d'en faire sans acre, qu'est-ce que ça a donné là, comme avantage dans notre cas. Vu qu'on a des variations de terre sur toute la longueur du champ, là, le champ a 1 km, donc il y a beaucoup de variations de terre. Le seigle ne s'est pas comporté partout pareil, donc il y a eu quand même des zones plus affectées par l'hiver, même s'il était quand même relativement beau partout, mais il y avait des petites zones, des baisseurs de terre noire où le seigle était plus clair. Là, on a vu, on a pu tester la survie du seigle, puis on a pu tester aussi le comportement du soya par rapport à ces zones-là qui étaient quand même plus claires que les autres. On a pu aussi voir le comportement du soya dans le seigle en fonction du type de sol, parce que quand on sème le soya, on a vu des années déjà, tantôt on parlait de la mouche du semis, là, on a déjà eu une expérience de soya qui avait été très affectée par la mouche du semis, parce que la levée avait été trop lente, puis on dirait que le soya cherchait à pousser par en bas quand il a vu qu'il faisait trop froid. Dans ce cas-là, on a eu des levées de soya parce que c'était très sec cet été, puis le seigle avait tout pris l'eau. Là. Mais la levée du soya a pris 3 semaines, ce qu'on n'a jamais vu chez nous. D'habitude, un soya, 1 semaine là, maximum, c'est déjà pointé. Puis malgré le fait qu'il a pris 3 semaines à lever, on est arrivé avec des populations de 160 000 plants à l'acre pareil. C'est-à-dire le soya a tout levé, il était tout là. Ça veut dire que même si le plant a niaisé dans la terre, les mouches de semis avaient tellement d'autres choses à s'occuper qu'ils n'allaient pas... c'est notre théorie, là, qu'ils ne se sont pas occupés des plants de soya. Donc, on a aussi des zones variant mauvaises herbes. On avait des zones de chien dent, puis on avait des zones d'annuelles, et tout ça. Donc, on a pu comparer la différence. Ce qu'on n'aurait pas vu probablement dans un essai de 2-3 acres, là, plus uniforme. On a vu aussi, vu qu'on avait quand même assez grand roulé, on a réalisé à quel point le roulage dans cette technique-là était le point vraiment crucial. Là. Même un détail aussi niaiseux qu'on a commencé à rouler de l'est vers l'ouest, puis le vent arrivait de l'ouest. Cette partie-là était toute belle, puis la partie après ça, on a laissé une partie qu'on a roulée de l'ouest vers l'est, puis le vent couchait le seigle en même temps, il faisait juste pencher le seigle en même temps qu'on le roulait. Puis on a roulé le seigle de travers sur le soya. Puis cette zone-là avait facilement 0,3, 0,4 tonnes à l'acre de moins de rendement que la zone qui a été roulée comme il faut. Puis il n'y a pas d'autre chose qui expliquait ça. Là. Le retard a duré tout l'été parce qu'il a été trop couvert par le seigle. L'effet de l'humidité et de la chaleur, on commençait à rouler le matin, c'était tout bien roulé. Ça ne relevait pas. On arrivait au midi, pouf, le seigle, il nous relevait quasiment d'en face, tellement qu'il était plus fané, donc il était moins fragile à l'écrasement. Puis le roulage a été variable aussi en fonction du type de sol. Puis aussi, les mauvaises herbes, globalement, dans le champ, on a vu que
les mauvaises herbes présentes dans un essai de seigle comme ça étaient complètement différentes de l'autre 90 acres que je vous ai montré tantôt, qui était en sarclage conventionnel en bio, là. Puis, ce qu'on arrive comme conclusion par rapport aux mauvaises herbes, là, pas par rapport au roulage, mais seules les zones de vivaces, c'est-à-dire de chien-dent, puis il y avait quand même un petit peu de... Voyons, le laitron. Il y avait quelques zones de laitron. C'est seulement dans ces zones-là qu'on peut dire que le soya avait été affecté. En résumé, on a pu faire des observations qui autrement auraient pris facilement 4-5 ans à faire. Puis peut-être qu'on ne les aurait jamais vues non plus tant qu'on ne l'aurait pas fait en grand champ. Puis le risque, bien, le moins bon, c'est que c'est un risque un peu plus important. Puis il y a des fois qu'on dort un peu plus mal là, quand on est un peu plus grand puis qu'il ne pleut pas. D'ailleurs, au printemps, Caroline m'avait dit que le plus gros danger de cette technique-là, c'était le manque d'eau, puis ça s'est réalisé, ça. C'est vraiment ça, cet été, qu'il y a eu. Malgré tout, on était quand même satisfait du rendement, puis on a préparé 180 acres pour l'an prochain. Fait que l'ensemble du soya va être fait sur seigle l'an prochain, avec tout ce qu'on a pu voir, toutes les façons qu'on a pu voir pour régler les problèmes qu'on a eus. L'an prochain, ça devrait être correct. L'autre cas, c'est un essai de crucifère qu'on avait fait en 2016-2017, un mélange de navets, radis, moutarde, puis kale fourragé sur 2 acres. Donc ça, c'était un petit essai. Ça a fait un super beau mélange. Un mois après, là, vous voyez la densité, c'était complètement garni. La terre était vraiment d'une belle texture à ce moment-là. On a mangé des navets tout l'automne, des radis, même des navets, ça s'est conservé une partie de l'hiver, des beaux petits navets. Au printemps, ça a été facile à détruire, ça a laissé un beau sol et tout ça. Mais là, on peut dire qu'on a fait une petite erreur. C'est qu'on a laissé 2-3 kilos de ce qui a resté dans le semoir à PV. On s'en allait semer un champ d'engrais vert pour le soya avec un mélange quand même de moutarde, de radis, un peu d'avoine, puis du trèfle incarnat. Fait qu'on a rajouté ça dans la boîte, mais on avait laissé les 3-4 kilos dans le fond. Fait que sur 35 acres, on s'est ramassé avec du kale fourragé qui a passé à travers l'hiver, premièrement, qui a passé à travers 2 coups de déchaumeuse au printemps, 4 coups de sarcleur, puis qu'on a été obligé d'arracher sur 35 acres. Il n'y en avait pas énormément, mais il a fallu passer partout pareil. Puis on a oublié une coupe qui était couchée entre les rangs, puis au battage, on a fait le tour avec la batteuse pour pas embarquer ça dans la batteuse. Puis ça mesurait, quand on l'a levé debout comme ça, là, ça mesurait 7-8 pieds. Là, on a vu que il y a peut-être des plantes qu'on est mieux de garder dans des petits 2 acres là, pour faire nos essais, mais là, on dit que c'est une erreur, mais finalement, là, si on avait fait juste notre essai, on n'aurait jamais constaté ce problème-là. Fait que, oui, on a pris une journée pour arracher nos monstres, là, mais finalement, ça nous a servi de leçon. Puis aujourd'hui, si on utilise du kale, si un jour on remet du kale en bio, bien, on va prendre une région en conséquence, puis on va travailler le sol en conséquence aussi pour l'éliminer. En conclusion, en bio, plusieurs plantes de couverture sont malheureusement condamnées avant d'avoir trouvé la bonne façon de les utiliser. On a assez peur que ça graine et que ça contamine un champ, mais on se prive probablement d'un potentiel. Puis, il faut faire aussi beaucoup de culture de couverture si on veut avancer vite, parce que le sol, quand on fait beaucoup de travail de sol et tout ça, bien, on détériore aussi notre sol. Fait que les plantes de couverture viennent un peu contrecarrer le problème là, du surtravail en bio. En gros, c'est ça.